et la montagne marchera. L'après-midi touchait à sa fin dans le village de Goldau. Plusieurs fois dans la journée, on avait entendu des grondements sourds descendre du Rosberg. Là-haut, dans la montagne, les crevasses s'étaient élargies et les paysans installés dans les sommets s'étaient inquiétés. Ils étaient descendus, avaient averti les villageois. « Il faut que vous vous en alliez. Un pan entier de parois menace de se détacher. » Mais personne ne les avait pris au sérieux. Ici, on avait l'habitude des humeurs de la montagne. Un paysan, Blaise Mettler, était particulièrement soucieux. Il était pauvre et ne possédait que quelques têtes de bétail. Il s'était installé depuis peu avec sa jeune épouse Marianne et leur bébé dans un petit chalet qu'il avait lui-même construit de ses propres mains. Blaise Mettler était descendu précipitamment au village d'Art, interroger le curé. « Mon père, il se passe d'étranges choses là-haut. On entend des bruits, des craquements, comme si des démons menaçaient de détruire notre maison. » Le curé lui expliqua que des causes naturelles devaient être à l'origine de ces bruits et qu'il ne devait pas avoir peur. Contrairement à Blaise Mettler, un autre paysan n'avait pas peur du tout. Il s'agissait de Christophe Blatter. C'était le plus riche et le plus puissant des propriétaires terriens de la région. Sur les pentes du Rosberg, son chalet dominait tous les autres. De sa force et de son argent, Christophe Blatter tirait vanité. Il se considérait comme supérieur aux autres et à l'abri de tout. Dans la force de l'âge, grand, solide et arrogant, il était craint et respecté de tous. Christophe Blatter avait à son service un personnel nombreux et soumis sur lequel il régnait en maître. Pour la moindre faute, une servante, un domestique ou un berger était congédié sans ménagement. Aussi peu généreux qu'il était exigeant, il détestait particulièrement les fainéants et les miséreux. C'est ce que devait ignorer la jeune mendiante qui frappa à sa porte ce jour-là. Anna, une des servantes, lui ouvrit. La fille, qui ne devait pas avoir plus de 15 ans, faisait peine à voir. Elle était si jolie, malgré ses haillons, et elle avait un si beau sourire que la servante n'eut pas le cœur de la renvoyer. Elle prit sur elle et sollicita son maître. Blatter s'emporta. « Comment ? Tu me déranges pour une mendiante, une fainéante, une moins que rien. Laisse-moi la chasser et tu verras qu'elle trouvera la force de déguerpir. » Il sortit du chalet et déboula comme un diable. La jeune fille ne sembla pas effrayée et la main tendue, elle implora. « Mon bon monsieur, s'il vous plaît, l'aumône pour une pauvre enfant affamée. Je n'ai pas de famille, pas de foyer et personne pour prendre soin de moi. » La douceur plaintive de la mendiante décupla la colère de Blatter. Il cria « Hors d'ici, paresseuse! Va-t'en de chez moi immédiatement !» Puis désignant la ligne des arbres, il lui cria « Tu vois la forêt là-haut ? Eh bien, elle marchera. Tu entends ? Elle marchera avant que je ne donne quoi que ce soit à quelqu'un de ton espèce. » Loin de bouger, la mendiante porta alors sur lui un regard si étrange que Blatter, pourtant peu impressionnable, en fut mal à l'aise. Il rentra chez lui, claquant la porte. Dehors, le chien se mit à aboyer, à hurler. Plus loin, on entendait les vaches meugler. « Qu'est-ce que c'est que tout ce raffut ? Pas possible d'être tranquille aujourd'hui. Anna, va me chercher une carafe d'eau à la fontaine. J'ai soif. » En attendant son eau,
Blatter repensa à l'étrange regard de la mendiante. Décidément, quelque chose l'avait troublé. La servante réapparut dans la pièce, essoufflée et l'air affolé. Dehors, le chien criait de plus belle. « Monsieur, il se passe quelque chose de très étrange. Plus une goutte d'eau ne coule de la fontaine. » Christophe Blatter se précipita dehors, vociférant. « Comment ça, plus d'eau ?» Mais effectivement, au goulot de la fontaine, l'eau avait cessé de couler. Autour de lui, les servantes et les domestiques s'étaient tous rapprochés. Blatter, les voyant regarder bêtement, s'emporta. « Eh ben quoi? Ne restez pas ici à ne rien !» Mais il ne termina pas sa phrase. Au-dessus d'eux, résonnèrent soudain les cris stridents de centaines d'oiseaux qui semblaient prendre la fuite dans un ballet chaotique. Bouche bée, le regard suspendu, Christophe Blatter fixait la montagne. On vit arriver, jaillissant de la forêt, des biches, des cerfs et des chamois qui fuyaient le sommet. Le chien, ayant rompu sa corde à coups de dents, filait lui aussi à toute allure vers la vallée. Pris de panique, les servantes et les domestiques se mirent à courir à toutes jambes sur les traces du chien. Blatter, lui, restait immobile, comme paralysé. Il ne pouvait détacher ses yeux de la forêt. Aucun doute, elle bougeait. Lui qui connaissait chaque recoin de l'alpage voyait la tête de la montagne vaciller, le paysage et les perspectives se déformer. Alors soudain, une seule image s'imposa à lui. Les coffres remplis d'or dans la grande armoire. Il devait sans plus tarder retourner à l'intérieur du chalet. Mais à peine était-il entré qu'il sentit un fracas immense. Il fut brutalement bousculé, puis reçut un grand coup sur la tête et perdit connaissance. Un pan entier du Rosberg venait de se détacher. Une vague meurtrière de terre, de roches et d'arbres emportait tout sur son passage. Dans la petite église d'Art, le curé et Blaise Mettler entendirent soudain le bruit horrible de la montagne qui s'écroulait. Songeant à sa femme et à son bébé restés seuls là-haut, Blaise Mettler se précipita vers la montagne. Marianne Mettler avait d'abord assisté impuissante aux premiers symptômes qui annonçaient la catastrophe. Mais à un moment, son bébé semblait la regarder et lui dire « Maman, vite, fuyons. Il faut que tu nous sauves tous les deux. » Alors, comme inspirée par cette vision, elle sortit de la cabane. C'est là qu'elle vit la jeune fille en haillons, celle que Christophe Blatter avait chassée de chez lui. Celle-ci lui faisait des signes, l'incitant à la rejoindre. À peine la jeune mère avait-elle parcouru les dizaines de mètres qui les séparaient, qu'elle vit sa maison soulevée et brisée par un flot boueux de roches mêlées de sapins broyés. L'éboulement n'avait duré que quelques minutes, mais son impact fut colossal. Les pauvres villages de Goldau, Rothen et Büsingen venaient de disparaître. Après 1 heure d'une course folle à travers ce paysage chaotique, Blaise Mettler arriva là où son chalet gisait auparavant. Il ne trouva à contempler qu'un énorme gouffre, une tranchée béante de plusieurs centaines de mètres. Mais quelle ne fut pas sa surprise de découvrir un peu plus haut sa femme Marianne et leur bébé dans ses bras. Heureux de se retrouver, ils oublièrent même qu'ils avaient été dépossédés de tout. Le temps passa. Lorsqu'il retrouva ses esprits, Christophe Blatter était dans l'obscurité totale. Sa tête le faisait atrocement souffrir. Du sang avait coulé sur son visage. Des poutres enchevêtrées avaient dû créer un abri le protégeant de l'écrasement. Une sensation terrible de faim le saisit. À sentir les objets familiers autour de lui, il reconnut sous ses doigts la porte d'une des armoires. Oh, bonheur! Il y trouva du fromage et un cruchon de bière intact. Ce repas fut le plus délicieux de toute son existence. Pendant des heures, qui devinrent des jours, Christophe Blatter creusa à main nue un chemin vers la liberté.
Bientôt, il n'eut plus rien à boire et à manger, et dut se contenter de gouttes de pluie pour humecter ses lèvres desséchées. Alors qu'il venait de déplacer une grosse pierre, il sentit de l'air frais lui caresser le visage. Fou de joie, il redoubla d'efforts et parvint enfin à s'extraire de sa prison. Ses habits étaient en lambeaux, ses bras et ses jambes étaient devenus si maigres. Partout autour de lui, il n'y avait qu'un immense océan de roches, de troncs et de débris de maisons. Il se mit à marcher en quête de quelqu'un qui puisse l'aider et lui donner à manger. Devant une maison, Christophe Blatter aperçut un vieillard assis sur un banc. Ah, qu'il était heureux de voir enfin un visage connu. Il se présenta, mais le vieillard le dévisagea et s'exclama. « Que me racontes-tu? Blatter est mort depuis 15 jours. Je le sais, je suis allé voir les restes de son chalet. En plus, c'était un homme grand et fort. Et toi, tu es un vieillard à la barbe blanche. N'as-tu pas honte de profiter ainsi d'un si grand malheur ?» Le vieux tourna le dos et rentra chez lui. Interloqué, Christophe Blatter s'en alla penaud. Un vieillard à la barbe blanche? Il se dirigea vers la fontaine sur la place du village, se pencha et découvrit son reflet à la surface de l'eau. Effectivement, le reflet était celui d'un homme vieux, à la barbe blanche, au visage maigre et sale. Il eut besoin de quelques minutes pour se remettre de son émotion, puis tiraillé par la faim, il se dirigea vers la maison d'une de ses connaissances. Arrivé devant la porte, il reconnut Anna, sa servante, qui avait visiblement trouvé là à se faire engager. Lorsqu'il s'adressa à elle, Anna partit dans un grand éclat de rire. « Christophe Blatter, qu'est-ce que tu me racontes là? Ce vieil avare a préféré sauver son or plutôt que fuir. À cette heure-ci, il est mort et enterré avec son trésor. Il n'a eu que ce qu'il méritait. Allez, passe ton chemin, vieux fou. » Christophe Blatter n'insista pas. Il s'éloigna à petits pas, le dos courbé. À la sortie du village, il croisa un jeune couple avec un bébé. C'étaient Marianne et Blaise Mettler. La jeune femme, le voyant si miséreux, s'approcha et lui tendit un bout de pain et un peu d'eau. Christophe les remercia et s'en alla. Il songea alors à la pauvre mendiante à qui il avait refusé l'aumône juste avant l'éboulement. Bientôt, il découvrit une grotte qu'il n'avait jamais remarquée. Il s'en approcha. Une jeune femme se tenait debout devant l'entrée. Elle était belle, vêtue d'une robe blanche sur laquelle brillaient des paillettes de lumière. Ses cheveux blonds étaient décorés de liserons et de feuillages. Christophe Blatter se rappela les fées des contes de son enfance. Il s'adressa à elle. « Jeune fille, fée ou démon, qui que tu sois, je suis à bout de force. J'ai tout perdu. Aie pitié de moi et laisse-moi passer, s'il te plaît. » Mais la fée le fixa d'un regard étrange, un regard qu'il connaissait déjà. Soudain, il reconnut la jeune mendiante. « Tu te rappelles maintenant ?» lui lança la fée. « Je ne te demandais pas grand-chose lorsque je suis venue frapper à ta porte il y a 15 jours. Et toi, méprisant, tu m'as rejeté. Tu m'as dit que la forêt marcherait avant que tu ne donnes quoi que ce soit à quelqu'un comme moi. Mais la forêt a marché. Toi qui étais si fier de ta richesse, regarde ce que tu es devenu. Et tu viens implorer ma pitié? Alors non, tu n'entreras pas dans cette grotte, et tes larmes, tu pourras les pleurer jusqu'à la dernière. » Christophe Blatter, dévasté, s'éloigna et disparut. Quelques jours plus tard, des hommes découvrirent par hasard dans les ruines le cadavre d'un inconnu. Il y avait eu tant de morts qu'on ne s'étonna pas d'en avoir oublié un. Personne n'étant capable de l'identifier, on l'enterra sans nom, à l'écart des autres tombes.